Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va être assez tranchant. J'ai décidé de parler de l'équitation de fonctionnement versus l'équitation de tension. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Et on est parti pour l'épisode du jour. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode de rentrée, puisque c'est le premier épisode de septembre. Et je suis vraiment hyper contente de profiter de cet épisode pour proposer quelque chose d'aussi tranché. Même si vous me connaissez, il peut y avoir quelques nuances et je vais les poser ici. Mais c'est hyper important pour moi de vous poser le contexte déjà de cette idée de thème, de grand thème. Et de vous dire un petit peu, de vous introduire un petit peu là où j'ai envie de vous emmener. Cet épisode, équitation de tension versus équitation de fonctionnement, l'idée m'en vient après avoir des discussions avec des élèves notamment, elles sont plusieurs, au cours des derniers mois, à avoir investigué des problématiques de dos de leurs chevaux. Et elles ont toutes en commun que les professionnels de santé, donc les vétérinaires, leur ont proposé parfois des infiltrations, parfois pas des infiltrations, mais dans 100% des cas, elles repartent avec un diagnostic, ce qu'on demande à un vétérinaire, un potentiel traitement, un traitement oui ou non médicamenteux avec les infiltrations, et des conseils de travail qui disent que ce serait bien de faire de la longe avec l'enraînement PSOA et d'enraîner les chevaux pour qu'ils puissent travailler la tête en bas. Et c'est là que j'ai vraiment envie de poser que, en fait, on sait tous que si c'était si simple, nos chevaux, ils auraient pas mal au dos. On n'aurait pas des stats tels que un cheval sur deux, comme on peut le retrouver aujourd'hui, un cheval sur deux a des problèmes de dos. Comme je vais faire le parallèle avec l'humain, n'est-ce pas ? Je pense qu'un humain sur deux a des problèmes de dos, ou presque. Je lance ça comme ça, j'ai pas vu les stats, mais ça m'étonnerait pas au vu du nombre de personnes qui souffrent du dos un peu, beaucoup, ou passionnément. Et vraiment, pour les chevaux, si il était aussi simple de régler les problèmes physiques en mettant un coup de tournevis à droite, un coup de tournevis à gauche et en serrant au milieu, en fait, on serait pas dans les situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Et c'est là où souvent, donc mes élèves reviennent vers moi avec ces conseils des vétérinaires. Pour le coup, aujourd'hui, 100% de mes élèves me disent « Morgane, ça me gêne de mettre des enraînements. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose de différent ? Comment je peux faire sans ces enraînements pour respecter le fonctionnement de mon cheval ?» Et en fait, c'est là que je trouve ça hyper intéressant. C'est que, comme vous le savez, je vous l'ai répété 12 000 fois dans ce podcast, mais je le ferai encore et encore et encore parce que c'est hyper important que ça rentre pour tout le monde. Un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc, si on veut permettre aux chevaux d'avoir moins de problématiques de dos, alors déjà, je vais le placer là, il y a 3 vidéos, je vais vous mettre le lien dans la description, je vous propose 3 vidéos gratuites qui s'appellent « Muscler le dos de mon cheval en longe et sans enraînement » qui vont vraiment vous permettre de comprendre le fonctionnement du dos et de comprendre qu'en fait, quand on a un cheval avec des problèmes de dos, la réalité, c'est pas tellement qu'on a envie de muscler ces muscles-là du dos, mais on a envie qu'ils soient capables d'être le plus long et le plus relâché et de prendre le plus de place possible.
Si c'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à aller télécharger les vidéos gratuites. Je vous explique ça, surtout dans la première, où j'explique vraiment le fonctionnement du pourquoi et qu'est-ce qu'on travaille en vrai quand on veut travailler le dos de notre cheval. Et pour travailler le dos de notre cheval, pour permettre à notre cheval de ne plus avoir de problématiques de dos ou de les effacer ou de les améliorer, en tout cas qu'il y en ait de moins en moins, c'est hyper important de comprendre que on a envie que ces muscles-là soient capables de se relâcher, de prendre de la place et de comme s'allonger au maximum. Et pour ça, on a absolument besoin que ces muscles se relâchent, n'est-ce pas ? Et donc, on a besoin d'un cheval qui consciemment fait l'effort de relâcher ses muscles du dos. Alors évidemment, sur un cheval qui a mal au dos, c'est pas facile. On voit bien, nous, quand on a mal au dos, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que oui, quand on a mal au dos, dire tu vas porter du poids en relâchant tes muscles du dos, c'est pas tout de suite instinctif. Par contre, nous attacher les pieds, je prends un exemple un peu différent parce que c'est pas tout à fait ça qu'on fait aux chevaux, mais nous attacher les bras, nous attacher les pieds ne va pas nous aider à relâcher nos muscles du dos. Donc notre job à nous, c'est de développer une équitation de fonctionnement. Je l'ai appelé comme ça pour cet épisode de podcast, mais ça me parle assez, je pense que vous me direz si ça vous parle. Une équitation de fonctionnement, une équitation qui permet le fonctionnement du cheval, j'ai envie de dire en son âme et conscience. C'est-à-dire que on veut que le cheval apprenne à fonctionner avec son corps, lui-même avec son propre corps. Il y a des trucs assez dingues qui se passent quand on travaille dans ce sens-là avec les chevaux, c'est que on voit que le travail et la façon dont on leur propose de travailler pendant nos séances de travail se répercutent en dehors du travail. Et moi, c'est ça que j'aime le plus faire et voir avec mes chevaux et les chevaux de mes élèves, c'est de voir à quel point les quelques, entre guillemets, réglages, mais en fait qui sont fondamentaux sur ces notions de relâchement, de collaboration, de coopération, de présence du cheval, de connexion, vont permettre au cheval d'améliorer à la fois la façon dont il fonctionne dans son équitation, donc dans les moments où il est avec nous, mais aussi en dehors. Et c'est là où c'est hyper important, vous l'aurez compris j'imagine dans le titre si vous écoutez ce podcast, que moi j'ai vraiment à cœur, notamment dans les programmes comme Feel and Fit, les programmes qui vous présentent la biomécanique du cheval et la mécanique équestre pour vous permettre de remettre l'équitation au service du fonctionnement de votre cheval. J'ai à cœur de transmettre ça pour qu'on soit tous, nous, en tant que cavaliers, propriétaires de nos chevaux, ou cavaliers pro, peut-être qu'il y a des cavaliers pro qui m'écoutent ici et qui travaillent du coup plusieurs chevaux par jour, pas forcément les leurs, mais plusieurs chevaux par jour. On a besoin d'être capable d'adapter notre équitation à l'individu qu'on a en face de nous. On ne peut pas, alors évidemment qu'il y a des grands principes, évidemment qu'il y a des grands processus qu'on va suivre avec plus ou moins tous les chevaux, mais on a besoin, dans ce processus, de pouvoir adapter chaque échange, j'allais dire chaque étape, mais en fait non, chaque échange à chacun des chevaux en fonction de sa personnalité, de son fonctionnement physique, de sa façon d'apprendre, de sa disponibilité émotionnelle, physique, psychique, j'ai envie de dire, et de la nôtre. C'est hyper important aussi de placer la nôtre ici. C'est pour ça que l'équitation collaborative, chez moi, ça repose sur 3 piliers. La biomécanique, l'émotionnel, du cavalier et du cheval, et la communication entre les deux. On a besoin de ces 3 éléments pour nous permettre de développer une équitation de fonctionnement. À l'inverse de ça, on peut aussi développer, et on y passe tous, et ça fait aussi partie de certaines séances, puisque nous sommes humains, nos chevaux sont des chevaux, et donc tout ne se déroule pas de la meilleure façon qui soit tout le temps. En face de ce que j'ai appelé l'équitation de fonctionnement, je mettrai l'équitation de tension. L'équitation de tension, c'est l'équitation qui décide que je veux aller à droite, je vais à droite, quoi qu'il arrive. C'est hyper important dans l'équitation de fonctionnement aussi. Mais il y a dans l'équitation de tension ce truc de
Peu importe ce que mon cheval dit, peu importe ce qu'il fait, peu importe comment il le fait, moi je veux aller à droite. Et c'est ce même principe quand je reviens au début avec ces chevaux qui ont mal au dos et on leur dit qu'ils ont besoin de travailler la tête en bas, donc on met des enraînements. En vrai, les enraînements ne vont pas enlever de tension, ils vont en rajouter, puisque on leur demande, s'ils ne le font pas naturellement, ils le font pas naturellement. Donc on leur demande avec les enraînements de faire quelque chose qui est antinaturel pour eux. Ok ? Pas forcément antinaturel pour les chevaux en général, puisqu'ils savent le faire, mais ils ont besoin de disponibilité physique, mentale, émotionnelle pour le faire. Dans ces conditions-là, si on leur apprend, si on trouve un moyen, si on arrive à les relâcher assez pour qu'ils acceptent de mettre la tête en bas, super, on est plutôt dans une équitation de fonctionnement. Si on prend un morceau de ficelle et qu'on tire dessus pour les attacher, on est dans une équitation où on rajoute de la tension. Même si on se raconte parfois que on les utilise pas beaucoup, que c'est juste pour leur montrer, etc., etc. Par principe, moi, quand on m'attache, c'est très bizarre comme phrase sortie du contexte, on ne sortira pas cette phrase du contexte, mais si on m'attachait les pieds par exemple, et qu'on me demandait de marcher, même si c'est que pour me montrer que je peux faire des petits pas, en vrai, mon corps entier, il va se tendre. On va me rajouter de la tension. C'est là où c'est hyper intéressant de comprendre que moi, ce que j'ai envie de développer, et évidemment que c'est pas une réussite 100% du temps. Évidemment que dans certaines conditions, dans certaines séances, on va avoir de la tension qui arrive. Ne serait-ce que, on en parle aussi beaucoup avec les gens qui font de la compétition, ne serait-ce que si on veut progresser, la progression vient en sortant de notre zone de confort. Donc sortir de notre zone de confort, c'est un peu difficile. Donc on va avoir des chevaux un peu plus tendus, un peu plus dans l'effort. Mais d'être capable à tout moment de revenir au calme et de revenir dans le relâchement, c'est là la clé pour avoir une équitation de fonctionnement qui permet à nos chevaux de progresser. Et je prends l'exemple des enraînements, mais en vrai, on n'a pas besoin d'enraînement pour mettre un cheval en tension. On peut aussi utiliser les principes d'apprentissage, par exemple, en se disant, je vois beaucoup ça, des gens qui utilisent les principes d'apprentissage, c'est ce qui est la base pour moi et ce qui est vraiment génial. Par contre, c'est important de se poser la question de, est-ce que quand je demande, c'est mon point de vue en tout cas, est-ce que quand je demande à mon cheval un truc, j'ai 100% de réussite ? Est-ce qu'il fait 100% du temps exactement ce que j'ai demandé ? Dans ces cas-là, je pars du principe que les théories de l'apprentissage ont été utilisées pour formater les chevaux. Et donc, on a des chevaux qui ne fonctionnent plus. On a des chevaux qui vraiment sont en mode robotisé, et donc on a des chevaux qui fonctionnent dans la tension. On n'a pas des chevaux qui fonctionnent dans leurs fonctionnements initiaux. On n'a pas des chevaux qui prennent part pleinement à l'équitation. On n'a pas des chevaux qui sont pleinement là. Donc on n'a pas des chevaux qui nous montrent les signaux, puisqu'on le sait, les chevaux sont les pros de cacher leur tension. Okay, puisque c'est des proies, dans la nature, ils ont tout intérêt à cacher leurs problématiques de locomotion pour ne pas se faire attaquer par le lion en premier. Donc, même principe avec nous et dans leur vie, c'est vraiment des fonctionnements qu'ils ont acquis de manière archaïque. Donc, si on veut avoir accès aux vraies infos de fonctionnement, nous n'avons pas d'autre choix que de développer une équitation en confiance, en collaboration, en coopération avec notre cheval. Et ça nécessite de connaître les théories de l'apprentissage, qu'on fasse de l'équitation éthologique ou pas, en vrai, franchement, c'est pas le sujet. Parfois, on parle de ça, mais c'est pas le sujet. On a besoin de connaître la théorie de l'apprentissage, on a besoin de lire les signaux de communication de nos chevaux, donc les signaux d'inconfort,
qui est le module 1 de Feel and Fit et qui est aussi le module 1 de tous mes autres programmes, parce que d'après moi, on ne peut pas faire du travail de qualité si on ne connaît pas ça. Donc les signaux d'inconfort du cheval, de connaître aussi les signaux d'apaisement du cheval ou de relâchement du cheval, puisque si on sait reconnaître comment ils sont inconfortables, on a aussi besoin de savoir reconnaître comment ils s'améliorent et comment ils nous disent que ça va mieux. Donc signaux d'inconfort, signaux de relâchement, d'apaisement. On a aussi besoin de savoir lire la locomotion de nos chevaux. Donc ça commence par la posture. Chez moi, c'est toujours comme ça. Étape 1, on apprend à lire la posture. Ensuite, on va regarder les chevaux en mouvement. Et ensuite, on va chercher à adapter en gardant en tête, à adapter notre séance en gardant en tête qu'on veut toujours un cheval qui est partie prenante de notre équitation. Ce ne sont que en mettant ces caractéristiques-là en place qu'on va pouvoir développer une équitation de fonctionnement. Tout ce qui est en dehors de ça, on va plutôt développer une équitation que dans cet épisode de podcast, j'appelle une équitation de tension. Donc une équitation où il sait que quoi qu'il arrive, que ce soit possible ou pas possible, l'humain là-haut, il va lui foutre la paix que quand il aura fait son épaule en dedans. Le cheval, il va trouver un moyen de faire son épaule en dedans et que ça se termine le plus vite possible, notre histoire. Mais du coup, il va le faire en allant à fond dans ses compensations, en augmentant les tensions là où il en a déjà, peut-être en créant d'autres ailleurs. Et si on choisit de monter dans l'escalade des outils, tous les outils qui nous permettent d'avoir plus de contrôle, c'est aussi potentiellement des outils qui vont amener plus de tension. On peut faire le choix de les utiliser en notre âme et conscience. Je sais que j'ai parfois des débats avec des cavaliers des cavaliers professionnels, oui, et des cavaliers de compétition qui me disent « Oui, mais Morgane, moi sur le cross, j'ai besoin d'avoir du frein avec mon cheval et sur le cross, il est tellement à fond dans ce qu'il fait, il galope tellement fort que j'ai vraiment besoin d'avoir un outil qui me permet de dire « Oh oh !» Eh ben super, ok, allons là-dessus. On peut aller sur un outil qui nous permet de dire « Oh oh !» On peut aussi, dans un deuxième temps ou dans un temps parallèle, vérifier que notre cheval a vraiment compris l'intérêt du mort, parce que très souvent, on arrive à dire « Oh oh !» avec un mort beaucoup plus simple, et même si on croit qu'on a du contrôle avec un mort simple, en augmentant la finesse de la réponse au mort, on améliore et parfois on n'a plus besoin de mettre ces fameux outils un peu frein à main, c'est comme je les appelle. Mais on peut y aller en se disant je le fais le jour du concours, je l'utilise le moins possible et il va amener effectivement du contrôle mais aussi de l'attention. Je prends le risque que ce soit sur les cas de jours de concours ou les jours où je sens que mon cheval il est pas aussi dispo que d'habitude, ou je sens que je vais pas pouvoir faire autrement. À ce moment-là, je mets cet outil. Alors entendons-nous bien, on parle pas de mort, on parle de mort un peu plus fin, un peu plus dur, qui nous permettent un peu plus de contrôle, pas d'outils de torture, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais l'idée c'est surtout de le faire en conscience, de se dire je vais mettre mon outil plus dur et je vais l'utiliser en sachant que ça va amener un peu de tension. Donc derrière, je vais rattraper ça en faisant des séances avec mon cheval, avec plus de relâchement pour l'aider à relâcher ses tensions. Ok ? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est que l'équitation de tension, l'équitation de fonctionnement, tout n'est pas noir ou blanc. Le tout, c'est vraiment d'adapter en fonction de comment on travaille, dans l'état actuel, de là où on en est, et donc de notre utilisation et du choix qu'on fait de ce qu'on décide de développer avec notre cheval. Voilà ce que j'ai envie de dire dans cet épisode qui, j'espère, sera relativement clair. J'ai vraiment à cœur de vous permettre, de nous permettre, parce que c'est aussi un truc que je développe avec moi-même, n'est-ce pas, de développer une équitation qui nous ressemble individuellement, qui ressemble à nos chevaux individuellement. Ça veut dire qui permettent notre propre fonctionnement psychique, physique, émotionnel et le fonctionnement psychique, physique, émotionnel de notre cheval. Et c'est hyper important pour ça de passer par des connaissances
en termes comportemental, en termes de théorie de l'apprentissage avec le cheval, en termes de biomécanique avec le cheval. On peut aussi parler de système nerveux avec le cheval. Bref, tout ça, c'est vraiment des notions que j'aborde dans mes programmes et dans les ateliers surtout. On peut parler de la même chose avec les humains. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup quand je m'associe avec Léa de Kairos Équitation qui fait de la technique Alexander et qu'on propose les immersions ensemble aussi, où là Léa elle a vraiment la spécialité de l'humain et du cavalier, où moi j'ai vraiment la spécialité du cheval, tout en ayant un œil l'une et l'autre, j'ai envie de dire particulièrement averti quand même pour moi sur le fonctionnement de l'humain et pour elle sur le fonctionnement du cheval. Donc on sait toutes les deux aller sur ces deux terrains-là. Par contre, on a vraiment nos expertises hyper développées dans moi sur le cheval et Léa sur l'humain. C'est pour ça qu'on est hyper complémentaires sur ces sujets-là. Mais bref, je m'enflamme un peu. Je vais m'arrêter là sur les immersions. Mais si je dois résumer cette équitation de fonctionnement et cette équitation de tension, c'est hyper important à chaque instant, en se foutant la paix de temps en temps aussi, mais quand vous décidez de faire quelque chose avec votre cheval, de prendre une décision, même si c'est un conseil que vous donne quelqu'un que vous pensez meilleur que vous, là dans le cas des élèves avec l'exemple que je prenais, c'est les vétérinaires qui leur disaient de mettre l'enraînement PSOA, donc elles m'ont appelé en disant « Morgane, au secours, le véto, qui est censé savoir mieux que moi, me conseille de faire ça, est-ce que j'ai un autre moyen ou pas ? Parce que moi, c'est pas hyper ok de le faire. » Et bien ensemble, on trouve un autre moyen qui respecte encore mieux le fonctionnement, ou qui respecte mieux le fonctionnement du cheval dans tous ses aspects, physiques, psychiques, émotionnels, et qui respecte aussi les valeurs du cavalier. Donc, voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent faire le choix de se dire « Ok, le véto, il est censé savoir mieux que moi, je vais mettre ce PSOA, je vais essayer, je vais regarder comment mon cheval fonctionne, est-ce que ça change ?» Si vous avez les repères biomécaniques nécessaires pour juger, génial, vous saurez juger. Et je fais le choix d'amener un peu de tension, mais dans ce cas-là, franchement, amener des tensions sur un dos qui a mal, pour moi, c'est pas tellement pertinent. Mais en tout cas, chacun peut faire le choix. Encore faut-il allumer cette petite lumière sur cet aspect-là et prendre des décisions en conscience. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. J'espère que il a été clair et intéressant, qu'il allume des petites lumières chez vous. Si c'est le cas, j'adore discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Donc venez m'en parler, notamment sur Instagram. J'adore avoir si ça soulève des questions, des réflexions. Si vous retenez un truc de cet épisode de podcast, qu'est-ce que ce serait ? Posez-vous déjà peut-être cette question-là. Si je retiens un truc de cet épisode de podcast, ce serait quoi ? Et moi, je serais ravie de discuter avec vous de tout ça sur les réseaux, en message privé. N'oubliez pas d'aller télécharger les 3 vidéos gratuites sur comment muscler le dos de mon cheval en longe et sans enraînement. Si vous voulez connaître un peu plus le fonctionnement du dos du cheval, parce que vraiment c'est indispensable pour tout type de pratique, d'équitation à pied, à cheval, en traction aussi d'ailleurs. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, vous retrouvez le lien directement sous la description de cet épisode de podcast. Et si j'ai allumé une petite lumière sur un des autres programmes, soit Feel and Fit sur la bioméca, soit les immersions avec Léa, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. Vous avez aussi le lien dans la description de cet épisode de podcast. Pour être mis au courant, c'est vraiment le meilleur moyen d'être mis au courant de tout ce qui se passe et tout ce que je propose dans toute la France et peut-être bientôt en Suisse et en Belgique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ici. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si le podcast vous plaît, d'aller mettre 5 étoiles parce que ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux. Et moi, je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!